Bonjour tout le monde, je m'appelle Annie Soleil Proto, je suis animatrice à la télévision, à la radio et ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui parce qu'on va jaser de maisons. Et les maisons, c'est quelque chose qui me passionne et ça vient vraiment du cœur là, quand je vous dis ça parce que pour moi, une maison, c'est tellement plus que des murs. Une maison, là, c'est quelque chose dans quoi, oui, on vit, mais c'est quelque chose où la famille est réunie. C'est quelque chose où on écrit carrément notre histoire. Ça vient avec tout l'environnement autour, le voisinage, les petits commerces avec qui on va se lier, tous les gens qui viennent habiter le quartier qu'on choisit. Alors, pour parler d'immobilier aujourd'hui, il y a Martin Desfossés qui est avec nous. Martin, toi, ça fait 22 ans que tu fais de l'immobilier. 22 ans, 10 ans de courtage immobilier. Je saute la clôture, j'accompagne les propriétaires chez du proprio à titre de coach depuis 15 ans. J'adore l'immobilier comme toi. J'achète, je rénove, je vis dans mes maisons, puis j'adore l'immobilier. Je suis pas à avoir de mots. Je veux qu'on en discute. C'est agréable. Puis l'immobilier, là, on sait à quel point c'est un domaine qui semble complexe. Les gens, quand ils se lancent là-dedans, ont énormément de questions. Puis c'est normal, hein, parce que l'achat d'une maison, la plupart du temps, ça va être la plus grosse dépense ou le plus gros investissement, ça dépend comment on le voit, qu'on va faire dans toute notre vie. Donc, c'est super important d'être bien renseigné. Et aujourd'hui, Martin, on va se parler de négociation. Tout à fait. Beaucoup de méconnaissances, mais beaucoup de réponses aujourd'hui. Bien, écoute, on va tout de suite écouter Kathleen qui avait une question pour nous, qui nous a laissé un message dans notre boîte vocale. Bonjour Annie Soleil et Martin, je m'appelle Kathleen. Mon conjoint et moi avons acheté une propriété affichée sur duproprio.com en pleine pandémie et folie immobilière. On a vraiment aimé faire affaire directement avec les vendeurs. Ils ont répondu rapidement à nos questions. En fait, ils nous ont fait visiter la maison de fond en comble. On connaissait déjà tous les petits raccoins. Les négociations pour le prix d'achat ont été faites sans intermédiaire, de façon franche, directe, en plein comme on aime. On a visité la maison le vendredi et conclu un accord sur le prix le dimanche. Mais comme on risque de vendre notre maison éventuellement, est-ce qu'il y a des trucs que j'ignore au niveau de la négociation, que du proprio aurait à me partager? Merci à vous deux et bonne journée. Comme beaucoup de gens, Kathleen a des préoccupations sur la négociation. Et pour en parler, Martin, on reçoit aujourd'hui Wassim. Salut Wassim. Bonjour à vous deux. Toi, dans la vie, tu as choisi d'aller vers l'immobilier pour en faire ton métier. C'est-à-dire que tu es un investisseur aguerri, un négociateur aguerri aussi, puisque tu achètes et tu vends tes maisons à toi, mais même chose pour ce qui est du commercial. Alors, tu achètes et tu vends des propriétés commerciales. Exactement. Ça fait quand même plus de 5 ans maintenant qu'on est en immobilier, donc on vend, on achète. Puis, j'ai eu la chance d'acheter mes 2 dernières maisons personnelles par des propriétaires qui ont décidé de vendre avec du proprio. Puis là, de fil en aiguille, en faisant d'autres transactions aussi, c'est sûr que j'ai aiguisé mon crayon de négociateur. Pour répondre déjà à Kathleen, disons, il y a d'autres choses que seulement le prix. Puis c'est ce qui est le fun quand on utilise la plateforme du proprio pour un vendeur, par exemple, c'est qu'on est capable de se parler déjà d'humain à humain. Donc, ça rend la chose beaucoup plus facile. T'es quel genre de négociateur, toi? Bien, justement, j'aime utiliser le mot humain, même si c'est à la mode, ça sonne un peu cliché. Mais l'idée, là, c'est que on n'est pas en train de travailler avec un logiciel où c'est seulement le prix. Quand on parle d'humain, c'est qu'il y a d'autres composantes qui font en sorte qu'on a envie de vendre ou d'acheter une propriété, puis qui déterminent quelles sont les balises, disons, qui vont faire en sorte que je vais dire oui, non, peut-être, ou que le vendeur va dire oui, non, peut-être. Une de ces balises, on parlait d'être humain, c'est peut-être le temps que ça va me prendre pour faire l'acquisition de la propriété. Au-delà du prix, c'est peut-être aussi le type d'acheteur. Le vendeur a le souci de savoir qui va venir vivre dans nos 4 murs, qui va venir ajouter à cette propriété d'autres souvenirs. C'est dans ce sens-là où je vais prendre l'exemple de mon premier achat par le propriétaire qui vendait là, sur du proprio. On a pris soin d'arriver, c'est un couple. C'est eux qui avaient bâti la maison. Donc, ça faisait quand même 35 ans qu'ils étaient dans la maison. Ils étaient rendus à une autre étape. Ils voulaient réduire la grandeur de la propriété. On est arrivé avec nos 2 filles, ma conjointe et moi. Puis, ils étaient contents de savoir que c'est une petite famille qui va venir s'installer dans un quartier tout près de l'école, qu'on allait pouvoir continuer ça, puis que, on sait des fois dans le marché immobilier, il n'y a pas que des gens, disons, qui ont l'intention de vivre dans les propriétés. Il y a toutes sortes de projets qui peuvent se faire. Donc là, je sais que j'ai gagné des points là-dessus parce qu'ils ont rencontré mes enfants, ils ont rencontré mes filles, ils ont rencontré ma conjointe, puis on a été capable de resserrer les liens. Ça, c'est très important. Martin, est-ce que tu entends ça souvent, quelqu'un pour qui la négociation n'est pas juste financière? Tellement, puis la préoccupation, tu sais, face à la négociation, du côté de l'acheteur comme du côté vendeur, c'est toujours une préoccupation. Tu as l'impression que l'autre est plus aguerri que toi. Puis, tu sais, je fais du ricochet sur ce que tu disais, Wassim.
C'est-à-dire que toi, tu es aguerri, mais tu étais face à quelqu'un qui, lui, avait des émotions, on est impliqué dans sa transaction. Puis au-delà de ça, vous avez quand même réussi à vous entendre à la satisfaction des deux parties. Parce que ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas uniquement le prix. Mais ça, je suis convaincu qu'il n'y a pas fait de compromis de ce côté-là, ou tu en as fait toi aussi de ton côté. Là. Absolument, des deux côtés. Puis pour donner un autre exemple bien spécifique de l'intérêt de se parler, dans cette même transaction, le couple avait une piscine dans leur cour. Oui. Eux étaient convaincus que c'était pertinent de la garder, mais en même temps, ça l'arrangeait si l'acheteur ne voulait plus la piscine. Puis moi, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Je trouve que c'est beaucoup plus de trouble qu'autre chose, d'avoir une piscine. À chacun, disons, son besoin. Mais quand je lui ai dit, écoute, il me dit, ah ben là, moi, la piscine, par exemple, là, tu sais, il a commencé à me parler. Je dis, ah ben moi, laisse faire, laisse tomber, je ne la veux pas. Ça a tout de suite enlevé un stress. Chose qu'on peut pas faire quand il y a d'autres intermédiaires, peut-être, dans le processus. On peut pas aller dans ce détail-là. C'est ça demeure des non-dits. Puis là, tu as adressé cette préoccupation-là. Lui aussi, ça a réglé le problème. Ça l'a arrangé. Donc, tout de suite, il n'y a pas eu, lui, à se dire, ben si je lui vends la maison, j'ai un 5 000 à mettre dans la piscine parce qu'il faut que je lui vende avec la piscine fonctionnelle. Il a tout de suite dit, ah ben regarde, je viens de régler ce 5 000-là. Moi, je l'ai sauvé de mon côté, je voulais pas la piscine. Puis lui, il l'a sauvé de son côté, il n'a pas eu à l'investir. Ça, c'est un exemple parfait d'être capable d'aller chercher un détail avec un propriétaire-vendeur où la discussion se fait de vendeur à acheteur directement. Quand tu es tombé sur cette maison-là qui était parfaite pour ta famille et toi, en dehors de sa piscine, là, Ouais. juste la maison, est-ce que tu t'es dit, eh bien, je serais prêt à sortir plus du budget que j'avais prévu parce que cette maison-là est vraiment parfaite? Ce qui est le fun quand on tombe en amour, disons, avec une propriété, c'est qu'on arrive idéalement déjà outillé avec le budget qu'on a. Puis ça, c'est important de respecter ça. Autant le vendeur doit respecter c'est quoi son plancher, c'est quoi son plafond, mais nous, comme acheteurs, on avait déjà fait notre travail de savoir jusqu'où on pouvait aller. Donc, c'est certain qu'à partir du moment où il y a eu des compromis sur autre chose que le prix, bien, on a moins plié, disons, sur le prix, sachant que c'était déjà dans mon budget. La réponse courte, ça aurait été oui. Mais juste pour dire qu'au moins, bien, on était capable d'aller enrober avec d'autres choses, puis on savait qu'on avait le budget pour le faire. Au lieu d'aller gagner 5 000, 10 000, bien, on a plutôt gagné la chaussure qui allait parfaitement avec notre pied. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que souvent, le propriétaire se dit dans un marché, moi, je ne veux pas laisser de l'argent sur la table. Je vends moi-même, est-ce que je vais être bon pour négocier? Quand tu mets en vente puis que tu reçois des appels d'acheteurs, tu peux déjà dire à ton acheteur potentiel, dire, regarde, voici où j'en suis rendu, j'ai reçu 50 appels, il y a plein de visites de déjà organisées. As-tu, toi, la capacité de la payer, cette maison-là? Ou même, es-tu en mesure de payer davantage parce que ça s'enligne vers ça? Puis toi, de ton côté, je ne sais pas dans quel contexte tu l'as acheté, la maison, mais... Bien là, c'est ça. Ça vient toucher, disons, la dernière maison qu'on vient juste d'acheter. On était en négociation avec les vendeurs, puis eux, bien, avaient un prix en tête, mais avaient aussi un délai. Avaient déjà acheté, avaient une offre acceptée sur une autre propriété. Puis ça, on le sait que ça arrive souvent, l'effet domino qu'on appelle, oui. une offre acceptée conditionnelle à la vente de ma propriété actuelle. Donc, moi, étant donné que j'étais en mesure de faire l'acquisition sans aucune condition de financement, bien, chose qu'on a tout de suite pu discuter ensemble et dire, bon, bien, qu'est-ce qui vous convient en termes de date de prise de possession? C'était 15 jours. On était capable, nous, de bouger en 15 jours. Bien, on ne peut pas aller dans ce détail-là. Puis là, bien, on a parlé d'argent, évidemment. C'est pas un tabou. Il faut en parler. On parle d'une propriété. C'est quoi le prix? C'est quoi le... On lui a dit, bien, nous, on est capable de faire l'acquisition en argent. Puis comme ça, en 15 jours, votre situation va être réglée. Vous allez pouvoir tout de suite déménager dans la nouvelle maison que vous avez. On a réglé la transaction comme ça, même s'il y avait d'autres acheteurs dans la course. J'aimerais ça qu'on se parle aussi de la déclaration du vendeur. C'est quoi ça exactement, Martin? Déclaration du vendeur, c'est un document dans lequel les propriétaires consignent toutes les informations dont ils sont au courant pour ensuite les divulguer à l'acheteur qui, lui, va acheter en connaissance de cause. Donc, basé là-dessus, j'imagine que toi, comme acheteur, tu as pris connaissance d'une déclaration du vendeur. Absolument. Puis encore mieux, même, moi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une tournée dans la maison. Puis le vendeur le remplissait en temps réel. Ah oui? Parce qu'il me dit de cette manière-là, bien, au moins, je le sais. Ah, on va dans le sous-sol. Ah oui, c'est vrai, on a la sonde-pompe. Ah, le chauffe-eau, regarde, on va regarder l'âge tout de suite. On doit l'indiquer. Quel type de chauffage? Ah oui, c'est vrai, c'est... Tout ça pendant la visite? Tout ça pendant la visite. Fait que c'est une visite qui a duré combien de temps, ça? C'est une visite qui a duré à peu près 1h30. C'était la deuxième visite. Okay. Donc, nous, on y est retourné là, avec ma conjointe une deuxième fois. Puis, bien, justement, là, on l'a rempli ensemble pour être sûr qu'on n'oubliait rien. Ça n'a pas de prix, ça, faire des visites longues avec le propriétaire
puis d'en apprendre sur la propriété de la personne qui la connaît le mieux. Pour moi, c'est la meilleure phrase là, pour décrire ce que tu as vécu. Absolument, ça n'a pas de prix. Puis je parlais de resserrement des liens un peu plus tôt, là, mais on a rencontré ses enfants. Finalement, sa fille est allée à la même école secondaire que moi. Donc là, on fait des ponts. Puis, veut pas, dès qu'on resserre les liens, on est capable de se parler sans avoir ce que moi j'appelle l'effet réseaux sociaux. Lorsqu'il y a un intermédiaire, bien là, on peut demander, par exemple, le remplacement du chauffe-eau. On va demander le remplacement du chauffe-eau quand quelqu'un reçoit cette demande à froid. Et cette personne-là est beaucoup moins réceptive, c'est certain. Quand cette personne-là reçoit cette demande-là, après avoir discuté pendant 20 minutes du fait qu'on est allé à la même école secondaire que son enfant, qui est maintenant rendu « Ah, ben oui, puis on connaît », puis bien, finalement, la demande du chauffe-eau devient une pacotille. Puis c'est là la beauté de pouvoir se parler directement entre propriétaire et acheteur. Oui, et de faire la visite comme ça pendant que le propriétaire coche sur sa feuille. Ah oui, avez-vous déjà eu un dégât d'eau? Bien, regarde, ici, là, en te pointant le 2 pieds carrés précis où il y a eu un dégât d'eau, c'est facilitant pour toi pour la suite. Si tu vois qu'il y a peut-être plus tard un enjeu dans ce 2 pieds carrés-là, parce que tu sais c'était où, c'est pas vague, juste écrit sur une feuille, puis tu as tout montré en personne. Tout à fait. Mais moi, j'ai envie quand même de te reposer une contre-question, parce que, ça, à la limite, ce que tu viens de dire, c'est super intéressant dans un contexte d'achat, d'avoir accès aux propriétaires qui divulguent les informations. Mais en contrepartie, il y a peut-être aussi des propriétaires-vendeurs qui disaient « Oui, mais est-ce qu'à quelque part, ça peut me nuire de créer ce lien, ce contact avec mon acheteur? Est-ce que quelque part, ça peut venir faire en sorte que je vais faire des compromis sur le prix, puis finalement, je vais vendre moins cher que ce que je pourrais parce qu'il s'est créé ce lien-là, puis vivement avoir quelqu'un qui va être détaché de ma transaction? » C'est une bonne question. Bien, c'est une question, c'est une préoccupation que le propriétaire s'est dit, bien écoute, peut-être que je devrais finalement mandater quelqu'un. On s'est promené dans la maison, puis on a vu le beau jardin que la madame entretenait elle-même. C'est sûr que tout de suite, ma conjointe puis moi, on s'est projeté à avoir notre petit poulailler, nos 2 poules qu'on a achetées d'ailleurs il y a une semaine, puis on est en train de mettre en place notre jardin. Donc, le fait qu'elle nous a sorti des légumes de son jardin, elle nous a montré toutes sortes de légumes qu'on n'avait jamais même vus ou goûtés, bien, nous, on est tombés en amour. Ça a resserré le lien davantage. Donc là, dans cette négociation, on peut dire qu'elle a eu un certain ascendant par rapport à cet élément-là. En d'autres mots, le fait de pouvoir se parler, puis je reprends le terme, resserrer le lien entre les deux personnes, c'est nécessairement gagnant-gagnant. Le propriétaire-vendeur peut tirer avantage de bien présenter sa maison, puis de faire tomber en amour, finalement, versus je me promène, je jette un coup d'œil par le balcon, les vendeurs sont pas là, donc on peut pas vraiment aller se promener entre les rangées du jardin, puis finalement, tout ça reste beaucoup moins, je vais dire, romanesque. Que si les vendeurs étaient là. Oui, absolument. On parle de négociation. Autre chose qui peut servir dans la négociation, c'est quand on fait venir un inspecteur. Donc, il y a une inspection professionnelle qui est faite. Et là, dans le rapport, on voit que, oups, le toit n'est pas peut-être tout à fait en état. Oh, on a peut-être quelque chose là au niveau du sol, de la fondation. Ça peut servir de levier dans la négociation également. Est-ce que, Wassim, tu accepterais d'acheter une maison sans inspection? Puis là, je vous partage une tranche de vie. Il y a quelqu'un dans ma famille, très proche de moi, qui a acheté une maison sans la faire inspecter. Et je vous avoue que ma réaction a été de faire « À quoi t'as pensé? » Est-ce que c'est une réaction normale? Oui, c'est une réaction normale. C'est sûr que lorsque c'est pour sa propre maison, idéalement, on utilise les professionnels à notre disposition pour savoir dans quoi on va dormir, finalement, dans quoi on va habiter. Maintenant, ça serait mentir de dire que j'ai jamais acheté de propriété sans faire d'inspection. C'est déjà arrivé et ça va encore arriver. Mais aujourd'hui, moi, je peux dire que j'ai l'expérience. On a des partenaires qui sont dans le milieu de la construction. Donc, sans faire d'inspection professionnelle, c'est déjà arrivé. Sans faire d'inspection, jamais. C'est deux choses différentes. Il y a des gens qui peuvent nous outiller. Vous avez un frère, un cousin, un ami qui connaît très bien la construction, qui a déjà acheté des dizaines de propriétés. Bien, il peut venir vous accompagner. Une inspection, c'est pas nécessairement fait par un professionnel inspecteur. Idéalement, c'est fait par un professionnel inspecteur. Puis, à chacune de ces inspections, évidemment, il y a des choses qui sont ressorties qu'on a pu utiliser pour la négociation. Ce qui est intéressant, c'est que cette inspection, habituellement, elle se fait après une offre acceptée. Donc, souvent, les vendeurs n'ont pas envie de retourner sur le marché. Ils se disent, bien, on est à quoi là, pour régler, pour boucler la transaction? Donc, c'est vrai de dire, j'ai ta déclaration du vendeur. Donc, là-dessus,
je vais pas aller chercher un dollar parce que tu as été franc avec moi puis je l'ai vu avant même de faire mon offre. Mais s'il y a des choses qui sortent, qui ne sont pas sur la déclaration du vendeur, je comprends que c'est pas de la mauvaise foi. Évidemment, la personne l'a rempli au meilleur de ses connaissances. Mais s'il y a des choses qui sortent, bien évidemment, on va devoir s'asseoir puis rediscuter de ce détail-là. Donc, c'est comme ça qu'on doit amener la pertinence d'une inspection qui sort négativement, là, ou un point qui sort négatif. C'est tellement terrain, ce que Wassim dit. Tu sais, moi, mes 22 ans d'expérience en immobilier me font être en mesure d'affirmer, en fait, que c'est pas compliqué. Les acheteurs, quand ils font une offre d'achat, ils espèrent qu'à l'inspection, rien ne ressorte. Parce qu'ils veulent la propriété, puis ils veulent que ça se passe le plus facilement, le plus simplement possible. C'est évident que quand quelque chose ressort, c'est une surprise pour tout le monde, très souvent. Puis là, bien, les gens s'assoient puis voient si une entente est possible, que ce soit financier, que ce soit de régler la problématique qui est ressortie. Fait que de ce côté-là, tout le monde, de bonne foi, cherche un terrain d'entente. Hey, j'ai tellement eu de peine, moi, comme ça, Martin, un jour, là, il y a quelques années, j'ai fait une offre d'achat sur une maison qui était vraiment pas loin de la mienne. Et ce qui est ressorti du rapport de l'inspecteur, c'est qu'il aurait fallu la faire pieuter. Et que là, c'était tellement un sol problématique que non seulement il fallait la faire pieuter, mais c'était si intense comme pieutage que j'avais un gros risque que ça fasse craquer les fenêtres, couler le toit. Puis c'était trop, là. J'avais pas les reins assez solides financièrement, moi, pour assumer ça. Puis le propriétaire était pas prêt à bouger suffisamment pour qu'une entente soit possible? Non, absolument pas. Puis elle a vendu ensuite la dame à quelqu'un qui avait pas de problème à faire pieuter puis changer les fenêtres puis réparer le toit. Puis cette personne-là, ça ne lui faisait pas peur. Et moi, ben, je savais que je pouvais pas, là, tu sais. Je commençais à travailler. C'était pas un bon moment pour moi. Là, mais tu t'es respecté. Tu as respecté tes limites, tes besoins, tes désirs. Mais je n'ai broyé une shot. Tu crois, c'est sûr. Puis, mais tu sais, c'est ça. Chaque produit poche le bon acheteur. Puis des fois, on est mieux de passer à la suivante. Puis on va tomber sur quelque chose qui va être encore mieux pour nous autres. Il faut faire confiance à la vie aussi. Il y a une question que je me pose concernant les offres. Est-ce qu'on a le droit de divulguer les autres offres d'achat qui arrivent sur notre propriété pendant qu'on veut la vendre? Bon, ça, c'est un sujet qui est bien épineux. La réalité, c'est que c'est une obligation pour les courtiers de ne pas divulguer le montant des offres d'achat. Donc, une vente privée n'est pas réglementée par l'industrie du courtage d'aucune manière. Ce qui veut dire qu'un propriétaire qui vend sa propriété avec du proprio ou sans courtier peut choisir de divulguer ou non le montant. Donc, ça, c'est une liberté que le propriétaire a de divulguer. Maintenant, c'est une question de stratégie de négociation. Quand j'utilise le mot stratégie, c'est pas pour aller chercher plus de l'autre personne. C'est comment est-ce que je veux jouer cette partie de négociation. Wassim parlait d'avoir une bonne relation avec, dans ton cas, la personne de qui tu as acheté la maison. Tu t'étais bien entendu avec. Cette personne-là, si elle avait eu une autre offre, mais qu'elle te préférait toi comme relation humaine, elle aurait pu donc appeler Wassim en disant « Hey, écoute, moi, je t'ai bien aimé, là. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait une offre plus forte que toi, fait que je voulais juste te le dire si jamais. » Ça, c'est légal. Ça, c'est légal dans un contrat de gré à gré, comme on dit, là, lorsqu'on achète avec quelqu'un qui affiche par du proprio, qui veut vendre par du proprio. Ceci dit, mon conseil, du moins, aux acheteurs, c'est vraiment de presque ne jamais tenir en compte cette nouvelle information. Parce qu'en bout de ligne, on est en négociation, puis, on le dit assez souvent aujourd'hui, il faut se respecter. Oui. Quand on arrive prêt, on arrive avec un budget, on arrive avec une idée en tête, on ne doit pas trébucher sur quelque chose qui, finalement, ne nous appartient pas. Moi, que quelqu'un d'autre ait fait une offre à 40 000 $ au-dessus de mes capacités, ça ne m'appartient pas, donc ça ne doit pas venir impacter ma capacité d'acheter ou mon offre. Évidemment, ça peut jouer un peu, mais toujours en fonction de ses barèmes, c'est ce que je conseillerais, du moins. Donc, tu veux pas prendre cette information-là et dire, bien, tabarouette, moi, je vais renchérir. Si tu n'as pas la capacité, d'une part, déjà, c'est terminé, la partie est terminée, mais de ne pas prendre ça non plus comme une vérité en soi. C'est-à-dire que ça peut être vrai, ça peut être faux. La réalité, c'est est-ce que moi, j'ai envie d'aller là ou pas? C'est ça, hein? De te respecter. Exactement. Pour toi. Tu sais, des fois, on va nous dire, bien, j'ai reçu une offre à 20 000 de plus. Est-ce que c'est une offre papier? Est-ce que c'est une offre verbale? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que finalement, c'est le cousin qui va peut-être déménager qui fait cette offre-là? Donc, vraiment, c'est de se respecter, d'être sûr qu'on arrive en sachant c'est quoi notre plafond, puis qu'est-ce qu'on veut dans la négociation. Puis on assume la position. Absolument. La décision. On tourne la page une fois que c'est non, qu'on l'a perdu. C'est possible que ce soit vrai puis qu'on l'a perdu. Il faut tourner la page, embrayer une shot, comme tu l'as si bien dit, puis trouver autre chose après.
Merci beaucoup, Assun, d'avoir passé ce moment-là avec nous. J'ai trouvé ça extrêmement pertinent et instructif de jaser avec toi. Ça me fait plaisir. Merci. Et Martin, toi, je te retrouve tout de suite, puisqu'il y a d'autres épisodes où on se parle notamment de rénovation et de comment on peut faire pour obtenir le maximum quand on veut vendre sa propriété. Avec plaisir.